Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se transforme en véritable détective scientifique. Notre mission, mener une enquête pour comprendre comment on a bien pu prouver que la surface de la Terre, la lithosphère, est en mouvement constant. On va assembler les indices un par un pour résoudre l'une des plus grandes énigmes de la géologie. C'est parti. La question qui va nous guider est à la fois simple et absolument fondamentale. Comment peut-on être si sûr que le sol sous nos pieds est en train de bouger ? Cette idée, qui paraissait complètement folle il y a un siècle, est aujourd'hui la base de toute la géologie moderne. Alors, commençons à chercher des preuves. Notre enquête commence au début du XXe siècle avec un certain Alfred Wegener. En regardant une carte du monde, il a une intuition géniale. Regardez bien, la côte de l'Amérique du Sud et celle de l'Afrique, on dirait vraiment deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent quasi parfaitement. C'est le tout premier indice, la première pièce versée au dossier. Le problème, c'est qu'une intuition, même géniale, ça ne suffit pas en science. La communauté scientifique de l'époque lui a posé une question toute simple mais redoutable. D'accord, mais comment ? Quelle force pourrait bien déplacer des masses aussi gigantesques que des continents ? Wegener n'a pas de réponse solide. Et donc, sa théorie de la dérive des continents est rejetée. L'affaire est classée, enfin, pour le moment. Il a fallu attendre des dizaines d'années pour que l'enquête soit relancée, et la clé de l'énigme, personne ne s'y attendait, elle était cachée au plus profond des océans. On va voir comment les scientifiques ont découvert une chose incroyable qu'on appelle aujourd'hui le code-barre des océans. On est maintenant dans les années 50. Après la guerre, la technologie a fait des bonds de géants. Des navires parcourent les océans avec à leur bord des magnétomètres, des instruments supersensibles qui mesurent le champ magnétique. En cartographiant les fonds marins, ils vont mesurer le magnétisme fossilisé dans les roches. Et ils vont tomber sur quelque chose de totalement inattendu. Bon, avant de continuer, un petit point de vocabulaire super important, une anomalie magnétique. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple. C'est la différence entre le champ magnétique qu'on s'attend à mesurer à un endroit précis et celui qu'on mesure réellement dans la roche. Si la mesure est plus forte que prévu, on parle d'anomalie positive. Si elle est plus faible, d'anomalie négative. Gardez bien ça en tête, c'est notre indice principal. Et voilà la découverte qui va tout changer. Comme vous le voyez sur ce schéma, de chaque côté des dorsales océaniques, ces grandes chaînes de montagnes sous-marines, les scientifiques observent des bandes d'anomalies magnétiques qui alternent, positif, négatif, positif, négatif. Mais le plus fou, c'est que cette structure est parfaitement symétrique par rapport à l'axe de la dorsale, un vrai code-barre géologique. Forcément, la question qui se pose, c'est comment est-ce possible ? Une symétrie pareille, ça ne peut pas être une coïncidence. Comment la Terre a-t-elle bien pu imprimer ce code-barre au fond de l'océan ? La réponse à cette question, c'est ni plus ni moins que le fameux moteur qui manquait à Wegener. Alors accrochez-vous, voici le mécanisme. Premièrement, au niveau de la dorsale, du magma remonte des profondeurs. Deuxièmement, en refroidissant pour devenir de la roche, les minéraux magnétiques qu'ils contiennent s'orientent comme des milliers de petites boussoles et enregistrent le champ magnétique terrestre de l'époque. Troisièmement, le plancher océanique s'écarte de part et d'autre comme un tapis roulant, emportant cet enregistrement. Et enfin, le champ magnétique de la Terre s'inverse de temps en temps. Du coup, on obtient des bandes de roches aimantées, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. C'est ça l'expansion des fonds océaniques, la preuve ultime du mouvement. Ce code-barre magnétique, c'est une preuve en béton armé. Mais en science, on aime bien quand plusieurs indices indépendants pointent dans la même direction. L'enquête continue donc et d'autres preuves vont venir s'ajouter au dossier pour le rendre absolument irréfutable. Deuxième indice majeur, l'âge des roches. Grâce à des navires de forage, on a pu prélever des échantillons de roches à différentes distances de la dorsale. Et le résultat est sans appel. Plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale, plus les roches sont vieilles. C'est exactement ce que prévoit notre modèle d'expansion océanique. Ça colle parfaitement. On continue avec un troisième indice, les points chauds. Pensez à Hawaï. L'idée, c'est qu'il y a une source de magma fixe, très profonde dans le manteau, qui perce la plaque lithosphérique qui, elle, se déplace au-dessus. Ça crée un chapelet de volcans, un peu comme une plaque de cuisson qui laisserait des marques sur une feuille qui défile. L'alignement de ces volcans nous donne la direction et la vitesse de la plaque. Un véritable mouchard géologique. Et enfin, la preuve ultime, la plus directe, c'est la technologie d'aujourd'hui. Grâce aux satellites et au GPS, on ne déduit plus le mouvement, on le mesure, en temps réel avec une précision de l'ordre du millimètre. Là, il n'y a plus de débat possible. La mobilité de la lithosphère est un fait, mesuré, observé, l'enquête est bouclée. Et alors, ça bouge vite ? Pour vous donner une idée, la plaque Pacifique, qui est l'une des plus rapides, se déplace d'environ 74 mm par an. C'est à peu près la vitesse à laquelle poussent vos ongles. Ça n'a l'air de rien, mais sur des millions d'années, ça suffit à redessiner complètement la carte du monde. Bon, maintenant qu'on a la preuve que les plaques bougent, la question logique c'est « et alors ?» Qu'est-ce qui se passe quand ces immenses plaques se rencontrent ou s'écartent ?
C'est justement à leurs frontières que se joue la quasi-totalité de l'action géologique de notre planète. En gros, il y a 2 cas de figure principaux. À gauche, vous avez les frontières divergentes, comme les dorsales, où les plaques s'écartent. C'est là que de la nouvelle lithosphère océanique se crée. Et à droite, vous avez les frontières convergentes, où 2 plaques se rentrent dedans. Là, en général, la plus dense plonge sous l'autre, c'est ce qu'on appelle la subduction. Et bien sûr, ces mouvements ne sont pas de tout repos. C'est cette dynamique des plaques qui explique pourquoi les séismes, les volcans et la formation des grandes chaînes de montagnes comme les Alpes ou l'Himalaya se trouvent à des endroits bien précis de la planète. La théorie de la tectonique des plaques, c'est ce qui permet d'unifier et d'expliquer tous ces phénomènes. Et ce schéma final, c'est un peu la conclusion de notre grande enquête. On voit comment tous nos indices, les anomalies magnétiques, l'âge des fonds marins, les points chauds, le GPS, démontrent le mouvement des plaques. Et ce mouvement, aux frontières, provoque la divergence et la convergence, qui à leur tour façonnent le visage de notre planète. Tout est lié, la boucle est bouclée. Notre enquête est donc résolue. On a la réponse à notre question de départ. Mais elle ouvre sur une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si on sait comment les plaques ont bougé dans le passé et qu'on mesure leur mouvement actuel, on peut essayer de prédire le futur. Alors je vous laisse avec cette question. À votre avis, à quoi ressemblera la Terre dans 50 millions d'années ? De quoi réfléchir. Merci beaucoup pour votre attention.